Yo les gars. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais prendre le temps de parler d'un sujet qui me semble important. Parce que pour moi c'est un sujet où on entend vraiment énormément de choses sur internet. Enfin, on voit énormément de choses sur internet. Dans toutes les vidéos, on peut aussi entendre des infos, des conseils de plein de personnes différentes. Je voulais parler de souplesse. Donc je voudrais vous partager mon avis, mon expérience et voilà concrètement ce que j'en pense. Parce que ça me semble important d'éclaircir en tout cas 2-3 points sur ce sujet. Donc je voulais surtout m'inspirer de mon expérience perso, m'inspirer aussi de la petite expérience que je peux avoir en coaching, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime inclure dans mes accompagnements. Et ce qui me semble surtout le plus important, c'est qu'en fait, on entend vraiment tout et son contraire sur internet, sur YouTube, sur les réseaux. Et je suis souvent en désaccord par rapport à tout ce que j'entends. Donc voilà, aujourd'hui je voulais prendre le temps de discuter un petit peu de tout ça. Donc, j'ai pas vraiment tué le conducteur, je pense que je vais me laisser un petit peu aller et blablater ce qui me passe par la tête. Mais première chose que je vois, je pense que je vais partir de mon expérience personnelle, et je pense que je vais un peu divaguer sur l'expérience de client, parce que pour moi c'est quand même souvent la même chose qui revient. Donc de mon point de vue personnel, j'ai eu vraiment très peu de... Enfin non, j'ai eu des progrès en souplesse. Après, la progression est vraiment très lente et demande énormément d'investissement et de travail. Et je pense que le facteur le plus important, pour moi il y en a deux. Un facteur en tout cas très important, c'est les antécédents sportifs. Parce que si on prend deux personnes, je vais prendre mon cas, donc moi j'ai commencé vers 22 ans à réellement m'intéresser à la souplesse et à réellement le travailler en tant que tel dans mes entraînements, pas simplement je me pose 10 minutes le soir et je fais des étirements. Parce que ça aussi c'est surtout quelque chose que je voulais aborder, c'est que les étirements c'est pas quelque chose de fun à faire, c'est pas quelque chose associé à la détente comme on pourrait le croire. Je pense que la plupart des personnes, quand ils s'imaginent que on travaille la souplesse, ils s'imaginent à mettre une petite musique le soir ou le matin, faire 10-15 minutes de mobilité, d'étirement, et puis c'est cool, ça détend, et puis on devient souple comme ça. Alors oui, on peut avoir des progrès avec ce type de pratique, mais si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment évoluer vers des écarts, vers des compressions et ce genre de position, c'est bien de déjà mettre ce travail-là en place, mais le gros du travail se fera autrement, et les séances de souplesse en tout cas, je trouve, sont les plus intenses, les plus désagréables. Et c'est assez paradoxal parce que voilà, comme j'ai dit juste avant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui associent ça à la détente, alors que absolument pas. Moi perso, dans tous mes entraînements, ce sont les entraînements de souplesse qui sont les plus intenses, c'est ceux qui me font le plus transpirer, et ce sont ceux qui sont le plus énergivores, malgré que je fais des entraînements de force, etc. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas ils sont autant énergivores que les entraînements de force. Donc pour reprendre un peu par rapport à mon expérience personnelle, je disais que les antécédents sportifs étaient très importants. Enfin, en tout cas, avaient un gros rôle à jouer, avaient vraiment un impact important sur la progression. Donc je prenais l'exemple de deux personnes de 22 ans qui commencent à s'étirer. Si on prend un mec qui a fait de la danse ou de la gymnastique, ou qui a fait aucun sport, on va prendre trois types de personnes. Un mec qui a fait 5 ans de la danse et de la gymnastique puis qui a arrêté, un mec qui a jamais fait de sport, et un mec qui a fait
vont apprendre la même chose 5 ans du rugby ou de l'athlétisme. Bah clairement, le mec qui a fait du rugby et de l'athlétisme sera le plus désavantagé parce que il n'a jamais été habitué à développer cet aspect souplesse au niveau de ses muscles. Tandis qu'à l'inverse, un mec qui a pu faire des sports qui ont déjà un peu travaillé la souplesse étant plus jeune, bah c'est quelqu'un qui aura clairement un avantage sur les autres, même si actuellement il se sent raide parce que ça fait X années qu'il a plus pratiqué. Donc vraiment les gens qui ont été plus souples étant jeunes auront beaucoup plus de facilité à récupérer la souplesse. Ça c'est une chose. Et les gens qui ont fait un sport dynamique, je sais pas si je peux expliquer ça comme ça, mais en tout cas ce que je remarque c'est que ceux qui ont fait du foot, du rugby, du basket, de l'athlétisme, du vélo, sont quand même des gens qui auront beaucoup plus de difficultés à travailler leur souplesse parce que tout simplement leurs muscles ont été habitués à plutôt développer de la force, à plutôt s'hypertrophier et je dirais pas que c'est quelque chose qui va à 100% à l'encontre de la souplesse, mais c'est pas quelque chose qui aide, en tout cas. Alors les deux ne sont absolument pas incompatibles, mais je pense que ça demande énormément de connaissances et de programmation intelligente pour continuer à progresser en force, en hypertrophie, peu importe ce qu'on fait, et à la fois progresser en souplesse. Et c'est d'ailleurs un type d'accompagnement de coaching que moi j'aimerais bien prendre par la suite, parce que de mon expérience, j'ai toujours eu du mal à combiner les deux. Après je pense que si vraiment je voulais, si vraiment mes deux objectifs étaient maintenant mes priorités sont je progresse en squat, je progresse en deadlift, c'est un exemple, et en même temps j'essaie de progresser sur mes écarts, je pense que clairement je pourrais trouver un terrain d'entente et je pourrais progresser. Mais en tout cas c'est un domaine qui... je pense que je peux manquer de connaissances sur vraiment la pure combinaison des deux. Et dans tous les cas, les personnes que j'ai en coaching ne sont pas ou n'ont pas ces objectifs-là parce que c'est tout simplement pas quelque chose que j'ai déjà appliqué dans ma pratique. En tout cas, personnellement, c'est un coaching que j'aimerais vraiment beaucoup prendre. Il y a 2-3 personnes à qui je pense qui sont un peu plus axées là-dessus et je pense que ça peut être hyper intéressant d'apprendre de ces personnes-là. Bon, du coup, j'ai pas vraiment parlé de la troisième personne. Encore une fois, il n'y a pas d'expérience réelle qui a été faite. C'est plus mon avis par rapport à ça. Et je pense que la troisième personne qui, du coup, n'a jamais fait de sport sera un peu entre les deux. Je pense que c'est une personne qui va quand même galérer. Mais c'est une personne qui galérera moins, ou qui progressera plus vite qu'une personne qui a vraiment des gros jambonneaux et qui a fait un sport un peu plus dynamique, quoi. Donc pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui a toute son importance, c'est l'activité sportive fait plus jeune. Et évidemment plus on a pratiqué et plus les progrès seront lents. Alors encore une fois il n'y a rien de juste à 100%. Je partage ici mon avis et ce que je vois en fait dans les accompagnements. Donc pour moi il y a ça. Il y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est l'âge aussi. Parce qu'évidemment, plus on commence tard, moins vite on progressera, parce que tout simplement le corps veut toujours rester dans sa position de confort, c'est comme ça que je l'explique. Que ce soit dans des exercices un peu plus techniques concernant les clips sur les mains, ça je le vois souvent, ou en souplesse. Le corps ne voudra pas changer, le corps ne voudra pas aller dans des positions qui sont inconfortables, qui sont nouvelles. Et plus on a passé de temps dans une position ou dans son corps actuel, plus de travail on devra mettre en place pour avoir des changements qui sont visibles et qui sont surtout durables en fait. Parce que des changements sur un temps court, on peut en voir. Je prends l'exemple de ceux qui font des challenges 30 jours
C'est d'ailleurs un sujet que je voulais aborder, mais je pense que je l'aborderai un petit peu plus tard. Ceux qui font des vidéos 30 jours grand écart et qui ont des super résultats, oui, c'est sûr que si pendant 30 jours tu fais ça comme un acharné, tu auras des résultats. Je pense que c'est la même chose que le mec qui va se faire un push-up challenge, où pendant 30 jours le mec va faire 300 pompes par jour. Est-ce que c'est la bonne méthode pour développer de la force, pour avoir des gros pectos et des grosses épaules? Non, c'est pas du tout la bonne méthode. Par contre, oui, tu auras des résultats. Je pense que pour la souplesse, c'est un petit peu la même chose. Et je fais d'ailleurs beaucoup d'analogies entre l'entraînement de souplesse et l'entraînement de force. Mais voilà, petite parenthèse fermée, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc je disais, deuxième chose importante qui me semble importante, c'est l'âge. Ça, c'est ce que je vois surtout en coaching, c'est que les personnes avec qui j'ai le moins de résultats ou avec qui c'est vraiment très compliqué, où ça demande beaucoup de travail en intensité, beaucoup de travail en volume, beaucoup de travail en fréquence, ce sont les personnes qui, après 40 ans, décident de se mettre au travail de souplesse, quoi. Et après, encore une fois, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Je pense que si un mec de 40 ans, encore une fois, qui a fait de la danse, de la gym, du cirque, peu importe, quelque chose qui l'a avantagé plus jeune sur la souplesse, je pense que cette personne-là aura quand même plus de facilité que par exemple un mec de 25 ans qui fait de l'athlétisme. En tout cas, c'est mon avis et c'est ce que je peux voir dans mes accompagnements. Bon, je suis un peu essoufflé parce que je suis en côte. Je pense que j'aurais dû prendre un autre chemin. Donc, premier facteur, les antécédents sportifs. Deuxième facteur, l'âge. Et encore une fois, j'ai des personnes qui ont plus de 50 ans et qui progressent en souplesse. C'est absolument pas ça Enfin, je suis pas en train de tirer des généralités. Ou je suis pas en train de dire que les personnes qui ont un certain âge ne progresseront pas en souplesse. Je trouve que c'est un domaine qui est hyper intéressant parce que justement il y a plein de différences et j'essaie juste d'éclaircir un petit peu tout ça parce que entre ce que le kiné ou les kinés que tu peux aller voir vont te dire sur la souplesse, entre ce que le coach sportif à la salle de sport va te dire sur la souplesse, entre ce que l'influenceuse sur YouTube va te raconter, ce que tu vois sur TikTok, entre ce que ton pote qui est super souple va te dire. On va entendre tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et n'importe quoi. On peut entendre tout et son contraire. Parce que j'ai l'impression que tout le monde essaie de dire non, mais ça a marché sur moi, ou ça a marché sur mes élèves, donc c'est ça qui marche. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Il faut juste trouver ce qui marche pour soi. Enfin, il y a très certainement différentes méthodes qui marchent pour soi. Mais il faut surtout trouver ce qui nous convient le mieux et pas être fermé à d'autres approches. Moi je trouve que, en tout cas, quelque chose qui est un conseil que je trouve très important, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui a une situation assez similaire à la sienne. Si je prends un coach de gymnastique par rapport à moi par exemple, je suis sûr qu'il sera beaucoup mieux placé pour coacher des jeunes qui veulent gagner en souplesse. À l'inverse, au vu de mon parcours et de mon expérience, je pense être mieux placé pour accompagner des personnes qui ont un certain âge, qui sont raides et qui veulent travailler cet aspect pour être un petit peu plus souple. Donc voilà, je pense que il y a différents types de coachs et le plus important c'est de se rapprocher de la personne qui te ressemble le plus. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur que je voulais partager? Il y avait donc l'âge, ça j'en ai parlé. Il y avait les antécédents sportifs. Il y a la génétique. Je pense que tout simplement il y a des personnes qui naissent avec des facilités, avec un système musculaire tendineux qui réagit beaucoup mieux à des entraînements de souplesse.
Et encore une fois, faut pas prendre ces personnes en référence. Je pense que si y a quelqu'un qui dit bon bah j'ai commencé à travailler ma souplesse et au final c'est plutôt facile. En 3 mois j'ai eu mon grand écart, voilà, je te partage la routine. Ces gens-là sont chanceux et ne sont absolument pas à prendre en référence. Ça c'est mon avis. C'est comme des athlètes en street workout, des athlètes en calisthénie. Souvent les athlètes, ce sont des personnes qui ont des facilités génétiques, qui ont des facilités génétiques. Donc c'est des athlètes. Je veux pas trop. Je pense que je marche un peu sur des œufs en m'aventurant dans ce domaine. Je veux pas trop divaguer et raconter n'importe quoi. Mais souvent les personnes qui ont des résultats rapidement et qui sont extrêmement forts là-dedans sont des personnes qui sont avantagées d'une manière ou d'une autre. Et pour la majorité des gens, pour les gens lambda, il faut prendre le chemin classique, un peu plus long. Mais il faut savoir que il y a seulement une minorité de personnes qui auront des facilités, qui auront des résultats plus rapidement. Bon, j'ai l'impression que je perds un petit peu le fil. En même temps, je regarde autour de moi par où est-ce que je vais. Parce que la dernière fois, je me suis un peu perdu. Donc je disais, la génétique. Pour moi, c'est vraiment les 3 facteurs. Donc, la génétique, l'âge, les antécédents sportifs qui vont vraiment avoir un impact considérable sur la pratique. Et je trouve ça compliqué au final si on n'a pas d'informations et si on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire, je trouve ça compliqué de se dire vas-y maintenant, je décide de devenir souple. Qu'est-ce que je fais ? Et après encore une fois ça dépend de l'objectif qu'on a derrière la tête. Parce que pour celles et ceux qui veulent simplement se sentir un petit peu mieux, être un peu plus mobile, être un peu plus souple, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une programmation bien précise, des exercices bien précis avec une certaine intensité, une certaine fréquence adaptée. Je pense que pour ce type de personnes, simplement déjà faire des petites routines de mobilité, de souplesse qu'on peut trouver sur YouTube ou autre, je pense que déjà ça fait le taf. Et que ça apportera un peu des résultats de je me sens un petit peu mieux, je me sens un peu plus détendu. Par contre, c'est pas ça qui t'apportera à des résultats un peu plus importants. Et quand je dis des résultats un peu plus importants, par exemple les personnes que je peux accompagner sur la plateforme, ce sont des personnes qui travaillent à la souplesse pour un but bien précis. C'est les gens qui travaillent à la souplesse pour être plus mobile, plus agile en calisthénie, pour avoir plus de facilité sur l'équilibre sur les mains. Et ça va être des postures comme les écarts, les compressions, donc le pancake, l'écrasement, même au niveau des épaules aussi, l'ouverture d'épaule. Encore une fois, il faut vraiment distinguer une personne qui a des objectifs bien précis pour un but bien précis et une personne qui veut simplement se sentir un petit peu mieux et être plus libre, un tout petit peu plus mobile, quoi. Je voulais aussi aborder un autre aspect qui pour moi est hyper important, et ça rejoint un petit peu ce que je viens d'expliquer ici. Pour moi c'est l'intensité. Pour moi il y a vraiment un facteur qui est plus important que les autres, c'est celui-ci, parce que c'est ça, je trouve, qui sème un peu la confusion dans tout ce qu'on peut entendre sur internet, etc. Parce que pour moi, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut s'étirer tous les jours ? J'entends que oui, j'entends que non. Qu'est-ce qu'il faut croire ? Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse noire ou blanche. Et que le plus important à prendre en compte, c'est à quelle intensité est-ce que tu t'étires ? C'est exactement la même chose pour le renforcement. Si un mec qui a jamais fait de renforcement, qui commence à faire 15 pompes tous les jours, ce sera pas mauvais au final. Parce que l'intensité, elle n'est pas très élevée. Donc le lendemain, il n'a pas forcément de fatigue musculaire, il n'a pas forcément besoin de se reposer, il peut directement enchaîner. A l'inverse, un mec qui va faire
des grosses séries de développés couchés avec des poids progressifs et qui va vraiment se tuer, le lendemain, mission impossible pour aller refaire du développé couché. Ou alors il peut, mais c'est extrêmement débile parce que ça va à l'encontre de la progression. La souplesse pour moi c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup d'analogies avec l'entraînement de force, avec le renforcement. C'est que l'intensité est hyper importante. Quand on va faire une petite routine de mobilité, 10 minutes, 15 minutes, même un peu plus longue, mais que on reste dans une intensité qui est modérée, on va dire, au final ça va pas créer tant de lésions que ça va pas créer tant de dommages que ça restera associé à de la détente, et le lendemain on pourra très bien répéter exactement la même chose sans que ce soit nocif ou dangereux ou contre-productif par rapport à la progression. Et ça, je pense un petit peu aux routines qu'on peut voir sur YouTube. Je pense aussi à la pratique du yoga, où au final souvent je vais avoir un avis qui est je vais pas avoir un avis opposé, mais souvent par rapport à ce que je vais dire, ceux qui sont dans le yoga vont pas être d'accord. Mais encore une fois, je pense qu'il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport aux informations que je peux partager, ou alors parfois je peux aussi pas être si précis que ça, ou dans un post en tout cas c'est difficile de donner toutes les informations nécessaires. Mais je trouve ça bien au final, le yoga, parce que c'est une approche parmi tant d'autres, une approche qui pour moi est peut-être un peu plus douce en termes d'intensité, mais qui apporte aussi des résultats, et qui apporte de très bons résultats. Après, moi je suis persuadé que pour une personne lambda, faire du yoga ne t'apportera pas des écarts, par exemple. Parce qu'à un moment donné, tu vas stagner tout simplement, et il va te falloir du travail un peu plus intense pour pallier au plateau que tu vas avoir. Et encore une fois, c'est pour moi la même chose que la force. Oui, si je fais d'abord 15 push-ups par jour, et puis j'en fais 30, 40, 50, puis je me rends compte qu'au final, je vais peut-être en faire un jour sur deux, et j'arrive à faire 200 push-ups un jour sur deux, le mec il va avoir des pectos énormes, et il va dire la meilleure technique c'est de faire 200 pompes tous les 2 jours. Regarde, moi c'est ce que je fais, j'ai des super résultats. Non, lui il dit qu'il faut faire du développé couché 2 fois par semaine. C'est un con, regarde mes résultats, fais ce que je te dis. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui peut se passer de temps en temps. Et voilà, et pour moi, si on fait l'option 200 push-ups par jour, il y a un moment donné où en fait on va plus progresser, parce que le corps tout simplement s'est habitué. Et qu'est-ce qu'il va falloir pour avoir encore des pectos plus énormes? Il va falloir mettre un peu plus de charge, il va falloir peut-être en faire un peu moins souvent, mais faire ça un petit peu plus, avec un petit peu plus de charge, un petit peu plus lourd. Et c'est exactement la même chose avec les étirements. Moi, ce que je préconise aux personnes qui viennent me voir et qui me disent moi je veux travailler sur mon grand écart, je veux travailler sur l'écrasement parce que pour l'équilibre c'est top. Je dis ok, pas de souci, ce que je te conseille de faire, tu peux faire des petites routines, etc. Moi j'ai d'ailleurs des routines de mobilité que je conseille de faire aussi souvent que possible au sein de la semaine. Mais ce que je vais conseiller directement en parallèle, évidemment quand on commence c'est adapté en termes d'intensité, mais ce que je préconise aussi c'est des séances un peu plus intenses avec du poids, et c'est clairement moins cool et moins joli à faire quoi. Par contre ça a beaucoup d'importance, ça apporte pas mal de résultats, et en tout cas pour les personnes qui sont très raides, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc voilà, je pense que j'ai un peu abordé le sujet analogie force souplesse. Pour moi, c'est deux choses qui fonctionnent différemment, mais qui ont quand même beaucoup de similarités. Et j'aime beaucoup utiliser en fait les analogies de renforcement, de force, pour expliquer justement comment est-ce que je vois l'entraînement de souplesse. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points? Il y a très certainement d'autres points que je voulais aborder. J'ai en tête j'en ai déjà vaguement parlé. Je sais pas pourquoi, j'ai vu en plus récemment la vidéo d'Eric Flagg, 30 jours challenge grand écart.
Bon, moi j'ai un peu de mal avec ces titres accrocheurs. Après je comprends à 100% que Eric ait fait ça. Parce que ce mec adore faire des challenges, il pousse le délire en plus super loin, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder la vidéo, j'étais pas super content par rapport à ce qu'il racontait. Et puis au final, je trouve que à la fin de la vidéo, alors je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais je trouve qu'à la fin de la vidéo, après faut rester jusque là, je trouve qu'à la fin de la vidéo, il a quand même bien expliqué que c'était pas forcément une bonne idée ce qu'il a fait, ou en tout cas c'était pas forcément une bonne méthode. Après je pense aussi qu'il s'est pas forcément intéressé un petit peu plus loin aux différentes méthodes, aux méthodes un peu plus nouvelles qui existent pour justement travailler des positions un peu plus extrêmes, on va dire ça comme ça. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est pour moi la route de la facilité. On va se dire regarde tous ceux qui publient des vidéos sur YouTube, fais ça tous les jours et puis pendant 30 jours et puis en 30 jours tu auras ton grand écart. J'ai vraiment du mal avec ça. Clairement j'ai vraiment du mal avec ça parce que une personne lambda qui va se retrouver sur YouTube et qui va taper routine grand écart va tomber sur ce genre de vidéo. Et c'est dommage parce que ils n'ont pas forcément les bonnes informations. C'est comme après ça pour moi c'est simplement le problème de YouTube qui met en avant les clics. C'est pour moi exactement la même chose que ceux qui découvrent la calisthénie, qui se passionnent par ce sujet et qui vont tomber sur des vidéos planches en 3 mois avec des belles musiques, des mecs qui ont des résultats incroyables et c'est hyper motivant. Et après on a dans le crâne l'idée qu'en 3 mois on peut avoir une planche. Et après pour déconstruire tout ça c'est compliqué. Parce que pendant X mois, X années on a cru que... Et puis oui c'est possible parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Mais encore une fois il faut prendre du recul et voir quelle est la situation de la personne. Et oui il y a des gens qui ont des super résultats en 30 jours, même en moins. Mais encore une fois c'est pas forcément une généralité et c'est pas forcément ce que je conseille en tout cas aux personnes qui veulent vraiment s'investir dans ce domaine. Parce que je pense qu'aussi si on se lance dans un défi 30 jours souplesse, je suis pas sûr que Monsieur Eric Flagg il ait continué sa routine à la fin des 30 jours parce que c'est aussi un bon moyen pour se dégoûter de tout ça. Et je dis Monsieur Eric Flagg, mais en vrai j'adore ce type, je préfère être clair là-dessus, hein. C'est juste que voilà, c'est sa façon de faire des vidéos et moi j'adore vraiment ce qu'il fait, j'écoute beaucoup tous ses podcasts, etc. Et voilà, c'est pas du tout pour lui cracher dessus, c'est plus pour expliquer un petit peu mon avis par rapport à ça, quoi. Sinon, est-ce que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder ? Je réfléchis un petit peu, mais pour vous parler un petit peu de moi, de ma situation. Donc moi j'ai commencé à 21 ans, je pense j'allais avoir 22 ans, ou j'avais déjà 22 ans, je sais plus exactement. Et moi j'ai fait énormément de foot en fait. J'ai fait du foot de mes 5 à 18 ans plus ou moins, puis de 18 un peu plus tard, je jouais un peu moins souvent, mais j'ai quand même toujours joué au foot. Et qui dit football dit raider. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'étais très raide. Donc moi je considère que je suis parti de très loin. Alors il y a pire évidemment, parce que j'ai commencé relativement jeune au final. Mais je pense qu'à 22 ans, c'est à la fois tôt et tard. Parce que à 22 ans, ton corps il est quand même déjà bien formé, il est quand même déjà bien habitué à sa situation, à son corps. Son corps, habitué à son corps, ça n'a pas vraiment de sens ça. Enfin bref. Donc moi je considère que je suis pas parti avec beaucoup de facilité. Et je suis absolument pas le meilleur là maintenant, j'ai pas encore toutes mes positions, etc. Après vu que c'est quelque chose qui pour moi est très dur à garder dans ces entraînements parce que c'est absolument pas kiffant. Autant des entraînements de calisthénie, de renforcement où c'est dur, mais
il y a un côté, je trouve, un peu plus kiffant parce que il y a du résultat peut-être un peu plus visible. Pour moi, la souplesse, c'est presque associé à de la souffrance. Alors, je veux absolument pas dégoûter celles et ceux qui sont en train d'écouter et qui veulent s'intéresser à tout ça. Moi, je trouve, encore une fois, c'est un domaine qui est super intéressant. Mais voilà, je connais quand même très peu de personnes qui me disent après coup, putain, franchement, les étirements de souplesse, grave cool, j'adore. Alors, il y en a, hein, mais en règle générale, quand on réalise vraiment ce que c'est, on se dit, bon, c'est cool parce qu'il y a des résultats, c'est cool parce que, vu que je me sens souple, j'ai plus de facilité sur ça. Par contre, c'est quand même pas le plus kiffant à faire dans ta semaine, quoi. Mais l'avantage, c'est que c'est pas non plus des séances qui durent 2 heures comme on peut le voir en renforcement. Donc ça peut être vite plié, mais faut vraiment avoir, je trouve, une certaine discipline pour garder ça sur le long terme. Et personnellement, je pense pendant 3 ans au début, je l'ai bien intégré. Et pour vous dire à quel point, c'est d'ailleurs un point que je pourrais aborder, ça. Pour vous dire à quel point, je pense que pendant ma première année complète, ou voire première année et demie complète, je faisais un entraînement par semaine de souplesse. Alors, je vais tout de suite être un peu plus clair là-dessus. Je faisais 4 entraînements de souplesse par semaine, mais je faisais un entraînement par semaine par position ou par groupe musculaire. Et encore une fois, quand je dis que c'est un domaine qui est super intéressant, c'est que là aussi, il faut quand même certaines connaissances parce que certaines positions vont avoir des groupes musculaires communs à étirer et il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et c'est pour ça que je trouve ça un domaine de ouf parce que il faut connaître quels sont les muscles étirés, il faut connaître la situation, le passé de la personne pour pouvoir bien programmer des exercices. Il faut savoir bien programmer les intensités, le volume, la fréquence, etc. Voir comment est-ce que la personne réagit. Il faut connaître les différentes techniques parce que c'est pas comme du renforcement où simplement c'est pousse et lève la barre. C'est quand même un peu plus différent. Il y a différentes techniques et c'est pour ça que moi quand j'ai découvert tout ça, c'était à la retraite donc du Handstand Factory. Et j'ai été franchement scotché parce que j'ai appris plein de techniques. Bon, j'exagère un peu. J'ai appris certaines techniques. J'ai appris certaines techniques qui m'étaient inconnues alors que je sortais de l'université de kiné. J'avais eu mon diplôme de coach sportif juste avant et moi je suis arrivé un peu avec mon ego en mode bon, qu'est-ce que je vais apprendre en souplesse, en mobilité? Je pense que j'ai déjà fait le tour, je pense que je connais. Et en vrai, c'est là où moi ça a fait un énorme dans ma tête parce que je me suis dit waouh, ok, en fait ça s'arrête pas juste à ce que j'ai appris. Il y a plein de choses à mettre en place et c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit ok, ça, je veux clairement l'intégrer dans ma pratique parce que c'est intéressant, c'est kiffant. Et en plus de ça, ça apporte certaines facilités sur le sport que je suis en train de faire. Donc en calisthénie, c'est sûr que si un mec est super souple, il aura plus de facilité. Et en plus de ça, ça rend quand même la pratique beaucoup plus fluide, beaucoup plus stylée. Parce que, c'est encore une fois, c'est mon avis, mais la calisthénie, c'est beau, c'est stylé, mais je trouve que c'est un peu brut à mon goût. Et je trouve ça tellement plus élégant quand une personne n'accorde pas juste de l'importance à regarde, je suis fort, regarde, je suis explosif. Pour moi, c'est un tout et c'est ce qui se ressent un petit peu, je trouve, dans ma pratique perso et aussi dans les accompagnements que je peux faire. Après, si une personne s'en bat les reins complètement de travailler la souplesse et la mobilité, je suis ok 100% avec ça et j'essaie pas non plus de lui apporter cet aspect-là, quoi. Enfin bref, je m'égare un petit peu, je pense que je commence un peu à perdre le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Je sais plus trop. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter juste avant ? Ah oui.
Donc je disais que ma première année et demie, je faisais qu'une seule séance de souplesse par groupe musculaire par semaine, enfin par position par semaine. Et en vrai, j'ai eu vraiment plutôt des bons résultats avec cette fréquence-ci. Donc je faisais 4 séances. Je pense que pour pas dire de conneries, je faisais une séance axée sur les épaules et le dos, une séance axée sur l'écrasement, donc le pancake, une séance axée sur le middle split, donc c'est l'écart facial il me semble, si je raconte pas de conneries, et du coup une séance sur l'écart latéral, front split. Et franchement j'ai eu des super résultats avec seulement une seule grosse séance par semaine. Et ça c'est quelque chose que je remarque aussi souvent, c'est ce que je conseille dans un premier temps, et c'est ce qui étonne les gens, c'est que je vais d'abord mettre en place une seule séance par semaine et voir comment est-ce que la personne réagit à ça, parce que ce que je remarque c'est que, et encore une fois je vais parler de mon expérience perso, mais c'est ce que je vois aussi avec les coachés, c'est que si on n'a jamais fait ça et qu'on commence à faire des séances, encore une fois on y va progressivement, mais si on commence à faire des séances un peu plus intenses avec un peu plus de poids, le corps n'a jamais été stimulé à ce genre de pratique, et ça peut quand même engendrer pas mal de stress au niveau musculaire. Et ce que je remarque c'est que dans un premier temps, avoir beaucoup de repos entre chaque séance aide pas mal à la progression. Et encore une fois, moi je pars vraiment sur un système de une voire deux chez certaines personnes, encore une fois ça dépend vraiment de la personne, mais une ou deux pour commencer, voir comment ça se passe. Et si on progresse, on change pas. Alors encore une fois je vous prends mon exemple, pendant 1 an et demi j'ai fait une séance par semaine, et j'ai eu vraiment des super résultats, alors que je considère que je suis quand même parti de loin, parce que mes jambes c'était un enfer. Mais du coup, ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à partager, c'est que si on part sur quelque chose et que ça marche, pourquoi changer ? Donc moi vraiment pendant 1 an et demi, je suis parti sur une seule séance par semaine. Après évidemment, c'est la même chose que la force. Il y a tellement de points communs. C'est la même chose que la force. Si on fait tout le temps la même séance, le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, la même charge, oui on va progresser, mais à un moment donné on va arrêter de progresser. C'est exactement la même chose, tu dois appliquer le principe de surcharge progressive à tes entraînements de souplesse pour avoir des résultats qui sont durables, qui sont visibles sur le long terme. Et c'est ça qui est parfois important à éclaircir, c'est dire, on peut dire il faut respecter le même entraînement pour avoir des résultats, mais à la fois pardon. Mais à la fois, respecter le même entraînement, ça ne veut pas dire faire exactement la même chose. Il faut respecter la même structure, par contre, il faut appliquer quand même une certaine progression, une certaine surcharge, pour que ton corps ne s'habitue pas, pour constamment créer un petit peu de stress, que le corps s'adapte, etc., etc. Sinon, un autre point aussi qui est hyper intéressant, c'est que quand une personne progresse plus, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que y a plusieurs terrains sur lesquels on peut jouer en fait. On peut augmenter la fréquence, on peut augmenter les charges, on peut augmenter le volume, donc augmenter les séries, augmenter les répétitions. Bon, déjà ça. Et je pense que c'est important en fait d'isoler le facteur qu'on va mettre en avant. Parce que imagine on progresse plus. Moi je progresse plus, ça fait 1 an et demi que je fais ma souplesse. Je suis à une séance par semaine, bon qu'est-ce que je me dis ? Ok, maintenant je passe à 2 séances par semaine et je vais augmenter un peu les charges et un peu les reps. Et waouh, ça progresse à nouveau. Bon c'est cool. Mais si ça progresse plus à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu sais ce qui a au final marché ? C'est ça je trouve qui est important de savoir, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, il y a tellement de différences entre les individus. Il y a oui le facteur génétique, il y a oui le facteur antécédent sportif, l'âge, etc., etc.
Mais il y a aussi certaines personnes qui vont être dans des situations plus ou moins similaires, et une personne A qui va plutôt réagir au volume, et une personne B qui va plutôt réagir à la fréquence. En coaching, j'ai des gens qui vont très bien réagir à 3 fois par semaine, et il y a des gens qui vont très bien réagir à 1 fois par semaine, mais plutôt des séances un peu plus longues, un peu plus intenses. Donc encore une fois, c'est une raison de plus, je regarde si ça enregistre toujours bien, c'est une raison de plus qui rend ce domaine et cette pratique complexe et intéressante, c'est que c'est pas applique ça et tu auras ça. C'est pas comme la force, c'est pas comme le renforcement. Il y a des similarités, mais c'est encore, en tout cas pour moi, je trouve que c'est encore plus complexe et intéressant parce qu'il y a tellement de variables sur lesquelles on peut jouer. Après, oui aussi en renforcement, on peut faire ça. Mais je trouve que c'est un peu plus complexe et intéressant. En tout cas, je trouve. Bon, au final, il y a quand même pas mal d'informations que j'ai partagées. Je voulais quand même, je pense que je vais quand même terminer un peu sur mon parcours en tout cas, ou mon expérience par rapport à la souplesse. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait une séance par semaine. Je pense qu'après j'ai un peu restreint mes objectifs parce que très vite, au niveau de l'ouverture d'épaule, j'avais des super bons résultats, Parce que au final, c'est là où j'avais mais oui, c'est ce point-là aussi que je dois aborder. Incroyable. Je disais donc au niveau de l'ouverture d'épaule, c'est là où j'ai eu le plus de résultats. Donc très vite j'ai pu le mettre en maintenance et ça faisait même plus partie d'une de mes séances, ça faisait un peu partie de chaque séance où je l'entretenais avec une intensité beaucoup plus faible et je continue à avoir des progrès. Enfin bref. Et tout ça pour dire que voilà, il y a un point aussi intéressant qui a aussi un impact. Je pense qu'on avait vaguement parlé au début. C'est la masse musculaire, tout simplement. Je vais prendre mon exemple encore une fois. Donc moi j'ai fait du foot jusqu'à mes allez, 21 ans. Clairement à cette époque-là, après j'avais commencé un petit peu le renforcement, donc c'est pas vraiment 100% vrai ce que je vais raconter, mais si on prend le Martin à 18 ans, clairement j'avais des cuisses beaucoup plus développées que le haut du corps. Enfin, j'avais un bas du corps beaucoup plus développé que le haut du corps. Et c'est sûr que mon haut du corps il était beaucoup plus adaptable, ça se dit, ouais, beaucoup plus réactif, beaucoup plus j'avais plus simple à faire des progrès au niveau du haut du corps parce que j'avais moins de masse musculaire tout simplement. Et ça c'est ce que je vois beaucoup en fait au niveau des personnes que j'accompagne, parce que souvent j'ai des mecs qui sont quand même costauds, qui veulent progresser en équilibre sur les mains, qui veulent comprendre un peu plus l'aspect technique, etc. Et inévitablement il y a l'aspect mobilité, souplesse qui entre en jeu à ce moment-là. Et les personnes qui ont le plus de masse musculaire ont le plus de mal à faire des progrès. En tout cas ça me semble logique et c'est ce que je vois quasi à chaque fois. Et j'ai encore l'impression que j'ai perdu le fil du coup. Putain, c'est pas si simple que ça, hein. Oui, donc sur ma pratique perso. Donc très vite en fait j'ai restreint, après 1 an et demi plus ou moins, j'ai restreint mon nombre d'objectifs différents. Parce que j'avais le front split, j'avais plus de facilité dessus. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je l'avais pas complètement, mais je trouvais que c'était aussi une position qui m'intéressait un petit peu moins. Parce que moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir en équilibre des beaux écarts. Donc un écart facial, middle split. C'était un écrasement, donc le pancake. Et c'est vraiment sur ces deux-là que je me suis concentré au maximum. Bonjour. C'est sur ces deux-là que je me suis concentré au maximum. Parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis passé à 2 séances par semaine. Donc j'ai rien changé, j'ai juste augmenté un petit peu plus la fréquence. Et c'est pas forcément... j'ai eu des résultats, mais j'ai remarqué que vraiment pour moi, ce qui marche le mieux, c'est de faire une grosse séance par semaine. Par contre, d'aller un peu plus intensément dans les exercices, dans la pratique. Et encore une fois, j'ai dû faire des erreurs, j'ai été un peu à tâtons. Et c'est quelque chose qui au final a super bien marché. Et c'est
quelque chose que je conseille, en tout cas à celles et ceux qui veulent vraiment s'investir. Évidemment, le meilleur conseil que je vais vous partager, c'est de vous faire accompagner au moins sur une certaine distance, sur une certaine durée, pour directement avoir des bonnes bases et savoir quoi faire. Après, ce qui est intéressant, si vous voulez évoluer tout seul par la suite, c'est vraiment d'isoler chaque facteur et de voir sur lequel vous réagissez le mieux. Alors ça demande du temps, c'est sûr, parce que c'est pas en 2 semaines qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Je pense que on peut prendre des périodes, je sais pas, pour être sûr. Si on n'est pas pressé, je pense sur 3 mois, on peut se dire on va aller maintenant, pendant 3 mois je fais ça. Pendant 3 mois je fais 3 séances par semaine, un peu plus tranquille, et je vois comment ça se passe. Ok, j'ai eu un tout petit peu de résultats, mais c'est quand même pas ouf. Bon, je vais revenir à 2 fois ou à 1 fois, et je vais essayer de faire beaucoup plus de séries. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait au final. Alors moi je me suis aussi beaucoup formé. Je vais d'abord terminer parce que sinon je vais encore avoir du mal à revenir. Donc là aujourd'hui je considère, donc moi j'ai commencé que je raconte pas de conneries, vers 22 ans. Je vais avoir 27 là bientôt. Encore une fois je regarde le chemin parce que sinon je vais encore me perdre. Donc je vais avoir 27, ça fait 5 ans plus ou moins que je m'entraîne en souplesse. J'ai eu des périodes d'arrêt, j'ai eu des périodes où j'en faisais un petit peu plus. Et aujourd'hui, je considère que les 2 positions qui m'intéressent le plus, il y a le pancake, donc l'écrasement facial, où au final, je suis pas encore nombril au sol, mais je suis assez satisfait de mes progrès. Je l'ai un peu délaissé en ce moment, je vous avoue, parce que c'était très lent. Et évidemment, j'ai eu un peu de changement de priorité entre temps. Donc le pancake, au final, j'ai réussi à avoir menton au sol en étant relativement confortable. Après, c'est vraiment avec des guillemets, parce que le confortable, on s'entend. Alors que cette position, moi, je la trouvais vraiment horrible, quoi. Mon bassin était complètement bloqué. Donc cette position-là, c'est celle où j'ai eu au final le plus de satisfaction, le plus de progrès, parce que c'est celle où j'ai mis le plus de taf. Et là maintenant je suis un peu plus sur un autre très gros morceau, parce que mes adducteurs sont tout simplement en béton armé. Je suis sur le middle split, donc l'écart facial. Et ça c'est aussi c'est extrêmement long en fait. C'est extrêmement long, mais encore une fois, c'est d'ailleurs un épisode qui peut-être est déjà sorti ou sortira. Je voulais aborder ce point où au final être focalisé sur les résultats, c'est pas forcément le plus important, et maintenant je suis vraiment je me considère assez content sur ce point parce que je suis vraiment plus focalisé sur le résultat. Je suis plus focalisé sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour garder sur le long terme, mais au moins une séance par semaine de flexibilité, de souplesse. Et je me concentre là-dessus, je me concentre sur déjà être satisfait de ce que j'ai, parce qu'au final quand je regarde en arrière, je pensais absolument pas que j'allais être souple un jour. Et voilà. Donc là aujourd'hui, je vous avoue que à l'heure où je suis en train de parler, la souplesse, ça fait, je vais être 100% honnête avec vous, ça fait je pense 5 mois ou 6 mois que je l'ai pas travaillé, alors que j'étais dans une super progression au niveau du middle split. Je prenais des photos chaque mois avec les angles, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, perso, et c'est pour ça qu'aussi dans le début du podcast, je disais que prendre un accompagnement en souplesse, avec un mec qui combine parfaitement et gagner en force et progresser en souplesse, ça m'intéresserait. C'est parce qu'en fait, plus je travaille ma souplesse, plus je suis axé là-dessus, et plus je sens mes jambes faibles. Parce que entre 1h30 à 2h d'équilibre sur les mains, presque tous les jours, mes entraînements de calisthénie, rajoutés à ça, la souplesse, ça fait déjà un emploi du temps sur le domaine sportif qui est très chargé. Et j'ai pas vraiment de place pour les jambes. Ou en tout cas, je dois faire des sacrifices. Et au vu de mon passé, j'ai de la chance parce que comme j'ai fait beaucoup de foot et comme je suis pas non plus hyper développé au niveau du haut du corps, je suis pas non plus difforme. Et heureusement, merci je ne sais pas qui pour ça.
Mais tout ça pour dire que voilà, par moment en fait je sens tellement mes jambes faibles que je vais à l'entraînement et c'est plus fort que moi, j'ai l'envie de faire du squat, j'ai l'envie de renforcer mes jambes et du coup parfois c'est la séance flexibilité qui saute et du coup en ce moment je suis de nouveau sur je fais une belle séance jambes par semaine et ça me fait kiffer en fait. Ça me fait kiffer et ça rejoint exactement ce que je disais juste avant. D'ailleurs il y a un podcast, encore une fois je le répète, mais qui va sortir là-dessus, très court, mais voilà, je voulais partager mon avis là-dessus. Que le plus important, c'est de se faire kiffer. Et en ce moment, je ne travaille plus ma souplesse. Alors, je la travaille plus intensément. J'ai plus des grosses séances dédiées à ça. Par contre, tous les jours, je travaille un peu ma souplesse avec une intensité un peu plus modérée. Et en ce moment, en fait, voilà, c'est ça qui me fait kiffer. C'est que je veux faire du squat. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et voilà, je respecte ça. Et est-ce que ça veut dire que j'arrête de progresser sur ma souplesse et que je ne vais plus et que je ne vais pas avoir mes écarts? Non, absolument pas. Peut-être que ça va durer encore 6 mois, peut-être que pendant 1 an, au final, j'aurai fait une mini pause sur ma progression en souplesse. Je sais que je continue à maintenir mes gains parce que entre mes séances entre mes séries répétitions d'équilibre, pendant mes séances d'équilibre, je travaille ma souplesse. Mais par contre, chez moi, je sais que si je fais que ça, si je fais que du maintien, si je fais que des séances douces, tranquilles, j'aurai pas vraiment de résultats plus grands que ce que j'ai actuellement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et sinon, en compression jambes serrées, c'est aussi pas mal. J'ai beaucoup plus de facilité à étirer ma chaîne postérieure que ma chaîne antérieure. Ça aussi, encore une fois, c'est hyper intéressant de voir en fonction des morphologies, en fonction des anatomies des personnes, que y a certaines personnes qui ont beaucoup plus de facilité à atteindre certaines positions et comprendre le pourquoi du comment, c'est hyper intéressant. Et au final, je trouve ça cool parce que c'est quelque chose que j'ai greffé en fait à mes accompagnements. Et je l'ai greffé parce que c'est quelque chose qui a fait partie de ma pratique. Et je pense que si aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui au final sont quand même, je dis pas qu'elles sont très différentes parce que j'ai quand même ma grosse base, c'est des mecs qui veulent progresser en calisthénie, mais je peux avoir aussi des mecs ou des nanas qui veulent simplement progresser en équilibre, progresser en souplesse. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal en fait au début à me spécifier parce que les premières formations que j'ai prises, je divague complètement, mais les premières formations que j'ai prises pour m'aider à créer mon business de coaching en ligne, on me disait voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je disais moi j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Ils me disaient non, spécifie-toi, qu'est-ce que tu préfères? Et c'était très compliqué parce qu'au final j'aime les trois et les trois me représentent. Moi la calisthénie c'est ma base, je ne veux pas me séparer de ça et pour moi c'est à choisir celui peut-être qui a le plus d'importance. Même si ça me fait une petite pointe au cœur quand je dis ça, mais en tout cas c'est la calisthénie qui est le plus présent dans mes accompagnements. Mais moi j'adore le parcours que j'ai eu au niveau de l'équilibre sur les mains. Je me suis fait coacher par différentes personnes. Maintenant j'ai la chance de pouvoir m'entraîner au cirque. Donc en termes d'enseignement, je sais que j'ai des choses à apprendre aux personnes en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de négliger ça. Et aujourd'hui c'est cool parce que je suis en train de me rendre compte qu'au final j'ai lancé mon business, maintenant c'est en train de se stabiliser, ça fonctionne et je peux me permettre d'être un peu plus transparent sur ce que j'ai envie d'apprendre. Et au final je suis en mode non, moi j'ai pas envie de me spécifier, voilà ce que je fais, voilà qui je suis, et ceux qui adhèrent viennent et venez, on va se faire kiffer quoi. Donc voilà. Et sinon le dernier point que je voulais aborder avant que j'oublie, c'est un peu les personnes du coup que j'ai pu suivre, ou les formations, les coachings que j'ai pu avoir concernant en tout cas la souplesse et la mobilité. Donc la première personne avec qui j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler, donc c'est Emmett Louis. Alors j'ai envie de vous dire que je mettrai son nom en commentaire ou quelque part, peut-être que je vais oublier, en tout cas je vais essayer. Parce que pour moi
c'est un peu le gourou du domaine souplesse mobilité. Alors c'est anglophone, mais bon, j'adore le type. Je le trouve très particulier, mais j'aime beaucoup ce qu'il dégage. J'ai l'impression qu'on dirait vraiment un grand sage. Et voilà, j'ai vraiment kiffé parce que c'est lui qui m'a un peu initié à tout ça. Donc j'ai eu la chance de travailler avec lui. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé seul parce que du coup j'avais énormément d'informations, énormément de choses à appliquer. Donc j'ai pas vraiment cherché, en tout cas sur ma première année et demie, mes premières 2 années, j'ai pas vraiment cherché à avoir plus. Parce que je considère aussi que j'avais déjà de très bonnes connaissances et que je sentais que j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir progresser correctement. Et même s'il y avait des petits plateaux, je sais très bien que, en tout cas seul, j'allais pouvoir essayer de comprendre, appliquer certaines choses, etc. Il y a un moment donné où du coup j'ai pris une formation de Matthew Smith, qui est aussi un gars que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a aussi travaillé avec Emmett Lewis. Je ne suis pas sûr, mais allez, 85% de chances sûr qu'ils ont travaillé ensemble, parce que je pense qu'ils habitent aussi plus ou moins dans la même région. Et en tout cas, c'est un travail extrêmement similaire. Donc j'ai pris vraiment une grosse formation de lui qui décortique chaque mouvement, chaque position intéressante. Donc tout ce qui concerne le haut du corps, tout ce qui concerne bas du corps, qui est un peu plus complet je trouve. Donc tous les écarts, tout ce que je vous ai déjà cité plus tôt dans ce podcast. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec lui, et c'est quelque chose que d'ailleurs j'utilise énormément maintenant dans mes accompagnements, c'est que lui il utilise beaucoup des évaluations en fait. Et pour moi ça a tout son sens. Après je dis pas que Emmett Lewis ne le faisait pas, c'est juste que je pense que dans le contexte dans lequel j'ai été initié avec lui, c'était plus en mode voilà mon savoir, pratiquez avec moi et voilà ce que je vous transmets. La formation avec Matthew Smith c'était peut-être un peu plus axé sur le coaching, j'ai l'impression, ou comment l'appliquer ça en coaching, parce que c'est pour chaque position, pour chaque groupe musculaire, ça va être des évaluations qui sont, je trouve, assez précises pour un peu identifier quel est l'élément le plus limitant, quel est je vois qu'ils font c'est ce qui m'a appris en tout cas à faire à évaluer le passif versus l'actif par exemple, voir s'il y a certaines différences, évaluer aussi la mobilité articulaire, évaluer les différentes pistes, ou en tout cas tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la mobilité de cette position ou de cette articulation. Je prends le cas par exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais je prends le cas de l'épaule par exemple, de la flexion d'épaule. Évaluer la rotation externe de l'épaule a au final quand même de l'importance sur le degré de flexion d'épaule. Chose qui n'était pas forcément évidente, en tout cas pour moi avant. Quand je l'ai appris, j'étais oui, évidemment. Mais tout ça pour dire que voilà, ça a été un petit peu plus poussé, je trouve. Et puis Matthew Smith, je pense que c'est aussi un mec très carré, très carré, très perfectionniste. Je pense que ça se ressent en tout cas dans le contenu, dans les vidéos qu'il peut partager. Où c'est un mec, il va rien sortir pendant 1 an et puis il va sortir une vidéo, le truc parfait, monté avec des images incroyables, un truc qui va faire 1 million de vues. Donc en tout cas j'ai vraiment accroché avec le mec parce que je me suis dit lui il a l'air de savoir aussi. Donc j'ai pris une grosse formation chez lui. Et ensuite donc il y a eu Emmett Lewis, il y a eu Matthew Smith. Je me suis beaucoup du coup renseigné aussi auprès de Elia Flexibility Guy. Je vais aussi essayer de vous mettre de toute façon toutes les références, je vais essayer de vous les partager aussi. Où lui du coup c'est aussi un coach au final assez similaire à ce que je fais je trouve, sauf que lui c'est quand même très spécifié à la souplesse, il est quand même connu pour ça. Mais c'est quand même un gars qui fait de la souplesse, qui fait aussi un peu de calisthénie il me semble, et qui fait aussi beaucoup d'équilibre sur les mains.
Et ce mec-là, j'ai vraiment bien adhéré à tout ce qu'il disait parce que je trouve que ça rejoint complètement l'approche en tout cas, ou les techniques que partage Emmett Lewis, que peut partager Matthew Smith. Donc j'ai beaucoup suivi son contenu. J'ai acheté son bouquin aussi, son livre, qui est très intéressant parce qu'au final il y a quand même quelques petites différences entre ce que j'ai pu apprendre chez Emmett au tout début et ce que lui applique. Vraiment la structure est extrêmement similaire. Par contre il y a certains paramètres qui changent et je les ai un peu testés et au final je trouve ça je peux envie de dire mieux, parce que c'est pas forcément mieux, mais en tout cas moi j'ai super bien réagi à ce que Flexibility Guy disait. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment les 3 mecs avec qui j'ai pu travailler de près ou de loin. Enfin, quand je dis travailler, apprendre. Et vraiment en termes de sources, je les trouve très fiables. Et j'aime beaucoup en fait Elia Flexibility Guy parce que clairement je trouve qu'il démonte un peu les influenceuses. Alors souvent c'est des nanas, j'ai rien contre les nanas, mais souvent il les démonte, donc il fait des vidéos où il se fout un peu de leur gueule parce que voilà, c'est des nanas qui peuvent partager, routine pour le grand écart, 3 fois 30 secondes, cette position là, tu fais ça 2 fois par semaine et puis en 7 jours tu auras ton grand écart. J'extrapole complètement, mais c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup parce que du coup il éduque les gens sur ses réseaux via un ton de l'humour, et je trouve ça vraiment cool. Donc en termes de coaching, de formation, etc., je pense que c'est tout. Après au cirque aussi j'ai appris certaines choses, mais c'est pas que j'adhère un peu moins, mais je suis très content de voir un peu en fait l'approche qui est différente. Mais pour moi le cirque c'est peut-être un peu plus comme la gym, où c'est simplement un peu plus bourrin peut-être, ou c'est simplement étire-toi. Encore une fois, je sais pas trop si je vais sur ce terrain là parce que moi je suis hyper content de tout ce que j'apprends là-bas, mais en tout cas je trouve que c'est peut-être un peu moins poussé, et c'est surtout des gens, voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout des gens qui au final sont dans le milieu depuis un certain moment et du coup ont peut-être plus de facilité, et c'est plus du gros entretien que ok t'es raide, voilà tout ce que tu peux faire pour devenir souple. Donc voilà, je réfléchis encore pour voir s'il n'y a pas eu vraiment d'autres personnes qui m'ont impacté. Je pense aussi à Tom Merrick évidemment, qui pour moi en fait Tom Merrick, Matthew Smith, je les vois comme deux élèves à Emmett Lewis, ou 2 personnes qui ont appris de Emmett Lewis. Donc j'aime beaucoup aussi ce que Tom Merrick partage. Et voilà, et au final maintenant moi je pense clairement avoir alors je dis pas du tout toutes les connaissances parce que je me rends compte qu'on apprend continuellement, hein. Mais en tout cas moi je me sens clairement serein par rapport à ça. C'est un domaine qui encore une fois me passionne, et je pense que ça me rajoute aussi peut-être un peu de crédibilité parce que je connais la biomécanique, je connais l'anatomie, voilà, de par mon parcours, c'est des notions que j'ai. Donc oui, c'est sûr, quand on peut tomber sur ma page ou quand on peut tomber sur le contenu que je partage, c'est sûr que je suis pas le mec le plus souple. Par contre, je pars quand même de loin et je sais ce que je raconte et j'aime ça. Donc voilà, si vous êtes encore en train d'écouter et que ça vous intéresse de savoir un peu ce que éventuellement on pourrait faire ensemble sur ce point, n'hésitez pas. Je pense que je devrais mettre un petit lien dans la description. Je sais pas si sur Spotify ou sur les... Encore une fois, je suis un peu récent dans les podcasts, donc je sais pas trop, je sais même pas s'il y a de la description, mais si jamais, je vais essayer de mettre un petit lien. Et voilà, je pense que j'arrive doucement à la fin. J'espère que ça enregistre encore, ouais, parfait. Donc je pense que je vais vous laisser là, les gars. Je vais faire attention pour pas tomber. Je pense que je vais vous laisser là.
Si vous avez des questions en tout cas, ou des rebondissements pertinents à faire sur ce que je viens de dire, c'est toujours avec plaisir. Moi, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer dans les lives que je fais sur le groupe d'entraînement qu'on a, c'est que moi je partage en tout cas, ou les autres coachs qui sont avec moi partagent ce qu'ils savent, on partage ce qu'on sait. Par contre, moi j'adore quand il y a soit des personnes qui posent des questions, soit des personnes qui ont même des avis différents. À partir du moment où c'est pertinent et où c'est constructif et sujet à la discussion, c'est toujours super cool. Et encore une fois, je considère que moi j'ai 27 ans, je suis dans le coaching depuis 3 ans seulement maintenant. Je considère que j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc s'il y a des avis constructifs, lâchez-vous. Moi je suis ouvert à la discussion et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous fais des bisous et puis à très vite les gars. Ciao.